Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne de télévision vidéo La Voix de la Vérité. Aujourd'hui nous sommes le 26 mars 2013 et je m'apprête à enregistrer pour vous un chapitre, le deuxième chapitre exactement, du petit livre rouge de Mao Tse-tung. Nous avons réalisé la dernière fois le chapitre sur le Parti communiste chinois. Et c'est toujours un exemple de suivre des gens qui ont réussi, des êtres humains qui ont réussi leur révolution. Et là, je suis en train d'enregistrer pour vous le deuxième chapitre, la lutte des classes. Donc, petit livre, citation du président Mao Tse-tung, petit livre rouge de Mao Tse-tung. Bonjour mes chers amis, les habitués de la chaîne vidéo La Voix de la Vérité. C'est par cette belle journée ensoleillée du 26 mars 2013 que je vais entamer la lecture du deuxième chapitre du petit livre rouge de Mao Tse-tung. Cette lecture est destinée à ceux qui sont en errance de ne pas savoir quoi faire pour changer et se développer, et vise à rectifier les gens qui sont convaincus que l'effet de leurs déclarations inconsistantes ont une répercussion sur le devenir existentiel du monde. Ce que je surnomme les hableurs de la politique, qui siègent dans toutes les assemblées européennes et africaines. La révolution tunisienne, a une destinée internationale, car elle a un caractère international, puisqu'elle va instaurer dans tous les pays du monde en récession le marxisme-léninisme, et va jeter à la corbeille de l'histoire les impérialistes et leurs valets dans la corbeille des criminels contre l'humanité. Le petit livre rouge de Mao Tse-tung, le parti, donc les classes et la lutte des classes, d'accord? La lutte des classes. Les classes et la lutte des classes. Certaines classes sont victorieuses, d'autres sont éliminées. Cela, c'est l'histoire des civilisations depuis des millénaires. Interpréter l'histoire d'après ce point de vue, c'est ce qui s'appelle matérialisme historique. Se placer à l'opposé de ce point de vue, c'est de l'idéalisme historique. Rejetez vos illusions et préparez-vous à la lutte. 14 août 1949, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Dans la société de classe, chaque homme vit en tant que membre d'une classe déterminée et il n'existe aucune pensée qui ne porte une empreinte de classe. De la pratique, juillet 1937, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Les changements qui interviennent dans la société proviennent surtout du développement des contradictions à l'intérieur de la société, c'est-à-dire des contradictions entre les forces productives, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, et les rapports de production, c'est le capital, entre les classes, entre le nouveau et l'ancien. Le développement de ces contradictions fait avancer la société, amène le remplacement de la vieille société par la nouvelle. De la contradiction, août 1937, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. L'impitoyable exploitation économique et la cruelle oppression politique de la part des propriétaires fonciers qu'entraîne la paysannerie à entreprendre un grand nombre d'insurrections contre leur domination. Dans la société féodale chinoise, les luttes des classes de la paysannerie, les insurrections et les guerres paysannes ont seules été les véritables forces motrices dans le développement de l'histoire. La lutte des classes. De la pratique, juillet 1937, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Les changements qui interviennent dans la société
proviennent surtout du développement des contradictions à l'intérieur de la société, c'est-à-dire des contradictions entre les forces productives et les rapports de production, entre les classes, entre le nouveau et l'ancien. Le développement de ces contradictions fait avancer la société, amène le remplacement de la vieille société par la nouvelle. De la contradiction, août 1937, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. L'impitoyable exploitation économique et la cruelle oppression politique de la part des propriétaires fonciers contraignent la paysannerie à entreprendre un grand nombre d'insurrections contre leur domination. Dans la société féodale chinoise, les luttes des classes, de la paysannerie, les insurrections et les guerres paysannes ont seules été les véritables forces motrices dans le développement de l'histoire. La Révolution chinoise et le Parti communiste chinois, décembre 1939, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 2. La Révolution n'est pas un dîner de gala. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. Elle ne peut s'accomplir avec autant d'élégance, de tranquillité et de délicatesse, ou avec autant de douceur, d'amabilité, de courtoisie, de retenue et de générosité d'âme. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Rapport sur l'enquête menée par le Yunnan à propos du mouvement paysan, mars 1927, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Chiang Kai-shek cherche toujours à arracher au peuple la moindre parcelle de pouvoir, le moindre avantage conquis. Et nous, notre politique consiste à lui riposter du tac au tac et à nous battre pour chaque pouce de terre. Nous agissant à sa manière, Chiang Kai-shek cherche toujours à imposer la guerre au peuple, une épée à la main gauche et une autre à la main droite. À son exemple, nous prenons nous aussi des épées, et comme Chiang Kai-shek affile maintenant ses épées, nous devons affiler les nôtres aussi. La situation de notre politique après la victoire dans la guerre de résistance contre le Japon. 13 août 1945, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 4. Quels sont nos ennemis et quels sont nos amis? C'est là une question d'une importance primordiale pour la révolution. Si dans le passé, toutes les révolutions en Chine n'ont obtenu que peu de résultats, la raison essentielle en est qu'elles n'ont point réussi à unir autour d'elles des vrais amis pour porter des coups à leurs vrais ennemis. Le parti révolutionnaire est le guide des masses, et jamais révolution n'a pu éviter l'échec quand ce parti a orienté les masses sur une voie fausse. Pour être sûr de ne pas les conduire sur la voie fausse et de remporter la victoire dans la révolution, nous devons absolument veiller à nous unir avec nos vrais ennemis pour porter des coups à nos vrais ennemis. Et pour distinguer nos vrais amis et nos vrais ennemis, nous devons entreprendre une analyse générale des conditions économiques des diverses classes de la société chinoise et leur attitude respective envers la révolution. L'analyse des classes de la société chinoise, mars 1926, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Tous les seigneurs de guerre, les bureaucrates, les compradors et les gros propriétaires fonciers qui sont de mèche avec les impérialistes, de même que cette fraction réactionnaire des intellectuels qui en dépendent, sont nos ennemis. Le prolétariat industriel est la force dirigeante de notre révolution. Je répète, la lutte des classes. Quels sont nos ennemis et quels sont nos amis? C'est là une question d'une importance primordiale pour la révolution. Si dans le passé,
Toutes les révolutions en Chine n'ont obtenu que peu de résultats. La raison essentielle en est qu'ils ont point réussi à s'unir autour d'elles, leurs vrais amis, pour porter des coups à leurs vrais ennemis. Le parti révolutionnaire est le guide des masses, et jamais révolution n'a pu éviter l'échec quand ce parti a orienté les masses sur une voie fausse, pour être sûr de ne pas les conduire sur la voie fausse et de remporter la victoire dans la révolution. Nous devons absolument veiller à nous unir avec nos vrais amis pour porter des coups à nos vrais ennemis. Et pour distinguer nos vrais amis de nos vrais ennemis, nous devons entreprendre une analyse générale des conditions économiques des diverses classes de la société chinoise et de leur attitude respective envers la révolution. Analyse des classes de la société chinoise, mars 1926, œuvre choisie de Mao Tse-tung. Tome 1. Tous les seigneurs de la guerre, les bureaucrates, les compradors et les gros propriétaires fonciers qui sont de mèche avec les impérialistes, de même que cette fraction réactionnaire des intellectuels qui en dépend, sont nos ennemis. Le prolétariat industriel est la force dirigeante de notre révolution. Nos plus proches amis sont l'ensemble des semi-prolétaires et de la petite bourgeoisie. De la moyenne bourgeoisie toujours oscillante, l'aile droite peut être notre ennemi et l'aile gauche notre ami. Mais nous devons constamment prendre garde que cette classe ne vienne désorganiser notre front. Analyse des classes de la société chinoise, œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 1. Celui qui se range du côté du peuple révolutionnaire est un révolutionnaire, tandis que celui qui se range du côté de l'impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique est un contre-révolutionnaire. Celui qui se range en parole seulement du côté du peuple révolutionnaire mais agit tout autrement est un révolutionnaire en parole. Celui-là est un parfait révolutionnaire qui se range non seulement en parole mais en acte du côté du peuple révolutionnaire. Allocution de clôture de la deuxième session du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, 23 juin 1950. En ce qui nous concerne, qu'il s'agisse d'un individu, d'un parti, d'une armée ou d'une école, j'estime que l'absence d'attaque de l'ennemi contre nous est une mauvaise chose. Car elle signifie nécessairement que nous faisons cause commune avec l'ennemi. Si nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est une bonne chose, car cela prouve que nous avons tracé une ligne de démarcation bien nette entre l'ennemi et nous. Et si celui-ci nous attaque avec violence, nous peignons sous les couleurs les plus sombres et dénigrant tout ce que nous faisons, c'est encore mieux, car cela prouve non seulement que nous avons établi une ligne de démarcation nette entre l'ennemi et nous, mais encore que nous avons remporté des succès remarquables dans notre travail. Être attaqué par l'ennemi est une bonne et non une mauvaise chose. Nous devons soutenir tout ce que notre ennemi combat et combattre tout ce qu'il soutient. Entretien avec 3 correspondants de l'Agence centrale de l'information et de l'information des journaux. Sao Tango et Sinpa Mo. Toutefois, on ne doit pas enfreindre les principes fondamentaux du marxisme. Le faire, c'est tomber dans l'erreur. Considérer le marxisme d'un point de vue métaphysique est comme quelque chose de figé. C'est du dogmatisme. Nier les principes fondamentaux du marxisme et nier sa vérité universelle, c'est du révisionnisme. Le révisionniste est une forme d'idéologie bourgeoise. Le révisionniste efface la différence entre le socialisme et le capitalisme, entre la dictature du prolétariat et celle de la bourgeoisie. Celui qui se range du côté du peuple révolutionnaire est un révolutionnaire,
tandis que celui qui se range du côté de l'impérialisme, du féodalisme et du capitalisme bureaucratique est un contre-révolutionnaire. Celui qui se range en parole seulement du côté du peuple révolutionnaire, mais agit tout autrement, est un révolutionnaire en parole. Celui-là est un parfait révolutionnaire qui se range non seulement en parole, mais en acte du côté du peuple révolutionnaire. Allocution de clôture à la deuxième session du Comité national de la conférence consultative politique du peuple chinois, 23 juin 1950. En ce qui nous concerne, qu'il s'agisse d'un individu, d'un parti, d'une armée ou d'une école, j'estime que l'absence d'attaque de l'ennemi contre nous est une mauvaise chose, car elle signifie nécessairement que nous faisons cause commune avec l'ennemi. Si nous sommes attaqués par l'ennemi, c'est une bonne chose, car elle prouve que nous avons tracé une ligne de démarcation bien nette entre l'ennemi et nous. Et si celui-ci nous attaque avec violence, nous peignons sous les couleurs les plus sombres et dénigrant tout ce que nous faisons, c'est encore mieux car cela prouve non seulement que nous avons établi une ligne de démarcation nette entre l'ennemi et nous, mais encore que nous avons remporté du succès remarquable dans notre travail. Être attaqué par l'ennemi est une bonne et non une mauvaise chose. 26 mai 1939. Nous devons soutenir tout ce que notre ennemi combat et combattre tout ce qu'il soutient. Entretien avec 3 correspondants de l'Agence centrale d'information des journaux. Toutefois, on ne doit pas enfreindre les principes fondamentaux du marxisme. Le faire, c'est tomber dans l'erreur. Considérer le marxisme du point de vue métaphysique, c'est comme quelque chose de figé. C'est du dogmatisme. Nier les principes fondamentaux du marxisme et nier sa vérité universelle, c'est du révisionnisme. Le révisionniste est une forme d'idéologie bourgeoise. Le révisionniste efface la différence entre le socialisme et le capitalisme, entre la dictature du prolétariat et celle de la bourgeoisie. Ce qu'il préconise est en fait non pas la ligne socialiste, mais la ligne capitaliste. Dans les circonstances présentes, le révisionnisme est encore plus nuisible que le dogmatisme. Une tâche importante nous incombe sur le front idéologique, celle de développer la critique contre le révisionnisme. Intervention à la conférence nationale du Parti communiste chinois sur le travail de propagande. Le révisionnisme ou opportunisme de droite est un courant idéologique bourgeois. Il est encore plus dangereux que le dogmatisme. Les révisionnistes ou opportunistes de droite approuvent le marxisme du bout des lèvres et attaquent eux aussi le dogmatisme. Mais leur attaque vise en fait la substance même du marxisme. Ils combattent ou dénaturent le matérialisme et la dialectique. Ils combattent ou tente d'affaiblir la dictature démocratique populaire et le rôle dirigeant du Parti communiste. La lutte des classes, ainsi que la transformation et l'édification des socialistes. Le révisionnisme ou opportunisme de droite est un courant idéologique bourgeois. Il est encore plus dangereux que le dogmatisme. Les révisionnistes ou opportunistes de droite approuvent le marxisme au bout des lèvres et attaquent eux aussi le dogmatisme. Mais leur attaque vise en fait la substance même du marxisme. Ils combattent ou dénaturent le matérialisme et la dialectique. Ils combattent ou tentent d'affaiblir la dictature démocratique populaire et le rôle dirigeant du Parti communiste.
ainsi que la transformation et l'édification socialiste. Lors même que la révolution socialiste a remporté pratiquement la victoire dans notre pays, il y a encore un certain nombre de gens qui rêvent de restaurer le régime capitaliste. Ils mènent la lutte contre la classe ouvrière sur tous les fronts, y compris celui de l'idéologie. Dans cette lutte, les révisionnistes sont leurs meilleurs adjoints dans la juste solution des contradictions au sein du peuple. Le révisionnisme ou opportunisme de droite est un courant idéologique bourgeois. Il est encore plus dangereux que le dogmatisme. Les révisionnistes ou opportunistes de droite approuvent le marxisme du bout des lèvres et attaquent aussi le dogmatisme. Mais leur attaque vise en fait la substance même du marxisme. Ils combattent ou dénaturent le matérialisme et la dialectique. Ils combattent ou tentent d'affaiblir la dictature démocratique populaire et le rôle dirigeant du Parti communiste, ainsi que la transformation et l'édification socialiste. La lutte des classes. Lors même que la révolution socialiste a remporté pratiquement la victoire dans notre pays, il y a encore un certain nombre de gens qui rêvent de restaurer le régime capitaliste et mènent la lutte contre la classe ouvrière sur tous les fronts, y compris celui de l'idéologie. Dans cette lutte, les révisionnistes sont leurs meilleurs adjoints dans la juste solution des contradictions au sein du peuple. Je vous remercie donc de m'avoir suivi sur la lecture de ce chapitre. J'ai tenu à relire certaines diapositives parce que je les trouve assez suaves et assez impératives. Impératives dans le sens où c'est impératif de les suivre, de connaître ses vrais amis et ses vrais ennemis, de connaître les gens qui sont des révisionnistes, de connaître l'analyse des différentes classes. Et une société est partagée en classes et il y a des capitalistes de par leur métier, de par leur fortune, et il y a des bourgeois où on peut les diviser en petits bourgeois et grands bourgeois. Les petits bourgeois sont oscillants entre la gauche et la droite. Et il y a aussi ce qu'on appelle les forces ouvrières révolutionnaires qui sont le moteur de toutes les révolutions qu'il faut connaître. Et donc eux, ce sont des vrais révolutionnaires. Les autres peuvent osciller. Hein. Il y a des gens qui sont des faux révolutionnaires dans le sens où ils se disent révolutionnaires en parole mais pas en acte. Et ce sont des gens dont il faut se méfier. Et il y a les capitalistes et donc les anti-révolutionnaires qui sont bien sûr contre toute révolution puisqu'ils préconisent le statu quo. Je vous remercie infiniment, j'ai tenu à lire ça et j'espère que cette lecture vous aidera à bien analyser les différentes classes d'une société. Et d'ores et déjà, rien que par l'observation, vous pouvez d'ores et dire déjà, celui-là, il a toutes les chances, 99% de chances que ce soit un capitaliste, et l'autre, 99% que ce soit un révolutionnaire. Et la révolution, je vous l'ai dit, c'est une tentative d'une classe à renverser une autre. La classe ouvrière à renverser la classe capitaliste, la classe dirigeante capitaliste. Je vous remercie infiniment.